Bon, ben, je vais vous parler maintenant de ma première approche du terrain guyanais. Alors, j'avais donc pour mission d'étudier la société créole, qui donc était largement majoritaire en Guyane à cette époque-là, notamment surtout sur le littoral. Alors, non seulement il y avait Cayenne, qui était la seule véritable ville du pays à ce moment-là, mais aussi j'avais à étudier dans les différentes bourgades du littoral. Alors, le pays se divisait alors en deux parties distinctes, la bande littorale et l'intérieur, dominé par la forêt amazonienne. Sur la bande littorale, deux autres parties devaient être également distinguées. L'une était alors, à cette époque, totalement enclavée, c'était celle qui était située au sud-est. Elle partait de la presqu'île de Cayenne pour rejoindre le fleuve Oyapock, qui marquait la frontière avec le Brésil. Elle couvrait les villages ou les communes de Caux, Regina, Wanari, Saint-Georges de l'Oyapock. L'autre partie s'étendait au nord-est de Cayenne, de part et d'autre d'une route qui reliait le chef-lieu, Cayenne donc, à Saint-Laurent-du-Maroni, construit en aval du fleuve du même nom, le Maroni, et qui marquait la frontière avec le Suriname. Et le long de cette route s'égrenaient les bourgades de Kourou. Alors, à cette époque-là, la base spatiale les constructions commençaient à peine, elle n'était pas opérationnelle. Donc, de Kourou, Sinamari, Rakubo et Mana, tous lieux qu'on connaît par la présence amérindienne d'ailleurs, Sinamari et Rakubo, Mana aussi. Mais cette liaison routière n'était pas sans obstacle à cette époque-là, parce qu'il y avait des estuaires à franchir, et sur ces estuaires, il n'y avait pas de pont, sauf quand je suis arrivé, le pont de Kourou venait tout juste d'être terminé. Mais sinon, il y avait un bac à la sortie de Cayenne, et puis il y avait donc, qui s'appelait le Larivo, là, et puis pour aller à Mana, il y avait un deuxième bac à Mana, et un pont sur le Kourou venait juste d'être construit. Il y en avait un ancien déjà sur le Sinamari. Mais enfin, passer deux bacs, ça prend du temps. Et puis les bacs, ça ne marche pas la nuit. Enfin bon, donc parfois, pour aller à Saint-Laurent, il fallait compter 2 jours. Enfin, oui, ça pouvait. Ça dépend de l'heure à laquelle on parlait. Alors, je disais que si je signale ces particularités géographiques, donc c'est pour bien situer mon travail dans l'époque. C'est la fin des années 60 qui est bien différent de ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Hein. Bon. Néanmoins, rejoindre alors, je viens de dire qu'il y avait les bacs pour aller vers Saint-Laurent-du-Maroni, mais aller vers l'est, l'autre partie, c'était encore plus compliqué parce qu'il n'y avait même pas de route, il n'y avait rien du tout. Donc, il fallait y aller en bateau pendant longtemps, ou sinon, il fallait y aller en avion. Et moi, j'ai commencé à travailler à Regina, en allant à Regina en avion. Bon. Seulement, les liaisons étaient sujettes aux aléas de la météo. Ça veut dire que les pistes d'atterrissage en latérite, alors à Regina, il y en a une autre à Saint-Georges de l'Oyapock, mais ces pistes n'étaient pas toujours praticables. Ce qui fait qu'il m'est arrivé de devoir prendre un avion qui ne pouvait pas arriver et qui ne pouvait pas repartir en conséquence. Mais bon. Alors cette opposition entre l'Est et l'Ouest en matière d'accessibilité semblait correspondre de prime abord à des niveaux de développement différents. Parce que d'un côté, à l'Est, là où il n'y avait pas de route, donc, on voyait un mode de vie et d'organisation traditionnel qui semblait s'être préservé, tandis que de l'autre côté, à l'Ouest, les éléments de modernité, ou certains en tout cas, commençaient à émerger. Alors c'est à partir d'un premier tour comme ça de la Guyane que j'ai fait en arrivant pour visiter les différentes communes côtières. Alors, je reviendrai plus tard sur l'appellation de commune, si j'y reviens pas, disons que c'est la manière dont on va dans les communes, c'est la manière, comme nous on disait autrefois qu'on allait en province, si j'ose dire,
depuis Cayenne, on va dans les communes. Mais c'est le nom administratif qui est devenu le mot pertinent, si j'ose dire, pour désigner ces villages. Donc, dans les communes, j'ai fait le tour de ces différentes communes, donc d'un côté comme de l'autre, parce que c'est là que vivaient les créoles que j'avais à étudier. Et c'est en fonction de cette première opposition entre tradition perpétuée par les communes enclavées de l'Est et puis la modernité qui semblait apparaître dans les communes plus accessibles de l'Ouest, m'a amené à prévoir 2 étapes comparatives. Donc une première dans un village qu'on appelle Regina, sur la Prouague, et la seconde à Mana, sur le fleuve du même nom. Alors, pourquoi ce choix? Bon, je peux aujourd'hui m'interroger sur la part de hasard et d'intuition qui y ont prédulé, parce qu'il se trouve que ce choix s'est avéré très, très instructif. Et pas exactement pour les raisons qu'il avait orientées. Ce sont des choses qui arrivent en recherche. Chacun des deux lieux n'avait fait l'objet de ma part que d'une très brève visite, juste le temps de repérer ici et là, l'importance du fleuve dans les déplacements, entre les habitations dispersées, de l'autre côté, l'existence d'un syndicat agricole qui modifiait notamment la question des débouchés offerts aux produits de l'agriculture. Bon, je partais de notions très, très légères, si je puis dire, dans cette opposition. Alors j'avais placé Regina et sa tradition comme premier lieu d'enquête. C'était logique et banal à la fois, comme si j'allais trouver là un niveau que Mana, prévu en second, avait antérieurement connu et depuis aurait dépassé. C'était surtout méconnaître totalement, évidemment, l'histoire particulière de ce village, une histoire qui n'était écrite nulle part, mais qui comptait beaucoup pour les intéressés qui avaient à cœur d'en parler. Et cette histoire, c'était celle de la ruée vers l'or. Alors quand on dit ça comme ça, on se dit oui, c'est important, mais on n'en parlait pas. Dans les livres, etc., c'était tout à fait inexistant. D'ailleurs, il n'y avait pas de livre d'histoire digne de ce nom sur la Guyane. Donc, avant de partir, j'avais lu la documentation accessible, évidemment. Et pour l'histoire, elle tournait autour de 2 pôles, la colonisation et les faits d'armes, qui l'avaient accompagné, d'une part, le bagne, d'autre part. Ce dernier ayant été souvent conçu comme expression particulière de la politique de colonisation. Et sans doute pouvait-on trouver aussi, ici et là, des allusions au fait qu'on avait découvert de l'or dans l'intérieur guyanais, mais à aucun moment à partir de là, je n'aurais pu imaginer, moi, l'importance du phénomène pour la population qui vivait en Guyane. J'ai donc d'abord commencé mon travail d'enquêtrice de terrain par l'affirmation de mon intérêt pour les pratiques agricoles, puisque j'étais venu dans cet esprit, qui occupait la plupart des habitants de Regina. Bon, en fait, finalement, c'est une assez bonne façon d'entrer en contact avec les gens quand on s'intéresse à leur travail, à la manière concrète dont ils vivent, parce que ça ne leur paraît pas intrusif. Au contraire même, cette preuve d'intérêt, d'être perçue comme fâcheuse en général par les gens, ou même simplement indiscrète, elle a plutôt été vécue comme valorisante. Et là, ça, je veux le signaler avec insistance, parce que je pense que d'un point de vue méthodologique, cette expérience-là vaut au-delà du cas concret que je relate ici. Je pense que s'intéresser à ce que font les gens d'une manière simple, c'est une bonne manière de les prendre en considération et qu'ils se sentent pris en considération. Alors, moi qui, paradoxalement, autant je faisais mes études, n'avais jamais été très passionné par le volet technologique, si je puis dire, de ma formation d'ethnologue, je suis devenu une quasi-spécialiste des abattis de manioc et de la fabrication du couac, à laquelle cette culture conduisait. Le couac, c'est le produit final du pain. Et j'y ai pris plaisir, voilà, notamment pour la satisfaction, voire la fierté que mes hôtes manifestaient en me montrant leur savoir-faire. J'ai assisté à des fabrications de couac des journées entières et que je sois là, c'était pour eux une preuve de... C'était valorisant, quoi. Enfin, alors, oui, peut-être il faut quand même que je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, je parle d'abattis, je parle de couac, c'est un petit peu obscur peut-être, alors il faut que je dise. Un abattis, c'est le champ qu'on obtient par débroussaillage et brûlage de la végétation d'une portion de forêt, que la culture principale mise en œuvre est celle du manioc amer, dont on consomme les racines, que ces racines contiennent de l'acide cyanhydrique, qui est hautement toxique,
il vaut mieux pas l'avaler, et dont il faut par conséquent expurger la plante pour la rendre comestible. C'est tout ce travail de fabrication du couac qui dure plusieurs jours et s'achève avec la cuisson sur une platine métallique d'une pâte qui se fragmente en une multitude de granulés déshydratés. Et en fin d'opération, on obtient un aliment de longue conservation, le couac. Voilà. Bon. Alors, ces activités s'effectuaient essentiellement dans le cadre de petites habitations qui s'égrenaient le long de la Prouague, qui est le fleuve qui borde Regina. Le mot habitation est un mot qui vient de l'Ancien Régime. On désignait ainsi les exploitations des colons. L'appellation est restée en vigueur jusqu'à l'abolition de l'esclavage, mais après 1848, la disparition progressive des colons est arrivée et ce sont les petits agriculteurs créoles qui l'ont reprise à leur compte. La Guyane a ainsi vu fleurir une multitude de petites habitations créoles, cette dernière désignation étant créole, donc étant passée elle aussi du colon à l'esclave libéré. La petite habitation créole m'est vite apparue comme l'unité à partir de laquelle il fallait mener l'enquête de terrain. Au-delà de la bâtie et de la production de couac, il y avait des activités annexes, non négligeables, la chasse tout d'abord, assez fructueuse dans ces contrées forestières peu fréquentées, la pêche aussi, particulièrement productive, dans une zone où se rejoignaient les eaux encore saumâtres de l'estuaire et les eaux douces des rivières en amont. Et là encore, je dois avouer avoir trouvé du plaisir à accompagner les pêcheurs du village dans des expéditions nocturnes, par exemple, quand nous montions barrer une crique. Alors la crique, c'est aussi un nom, c'est pas comme en France où on parle de petites plages ou je sais pas quoi. Là, c'est le nom local des petits cours d'eau affluents, la crique. Donc on allait barrer une crique avec un grand filet avant de remonter, rabattre les poissons qui vivaient en amont pour qu'ils aillent se prendre dans le filet qu'on avait posé un peu plus bas, et avec un tintamarre phénoménal pour leur faire peur et les pousser à descendre. Bon, et moi j'ai pris du plaisir à faire ça, je reconnais. L'ensemble de ces activités, donc agriculture, transformation du manioc en couac, chasse et pêche, constituaient une unité de production qui était localisée dans une petite habitation plus ou moins isolée, qui permettait à une famille de vivre. Au moins était cela la manière dont les intéressés me décrivaient ce que l'on pouvait comprendre comme la tradition. Car dans les faits, les familles en question étaient très diverses. Certaines habitations abritaient un couple avec l'enfant, d'autres pouvaient être réduites à une seule personne. Il suffisait alors de manifester une certaine curiosité concernant la disparité des cas de figure rencontrés pour faire surgir immédiatement un autre discours témoignant d'une autre histoire que celle qui prévalait dans les livres. Donc, je vous l'ai dit, c'est celle qui est liée alors. Regina, on m'expliquait avec insistance que Regina n'avait pas toujours été ce village morne qu'il était au moment où je l'observais. C'était au contraire, quelques 30 ans auparavant, une bourgade très animée où se croisaient des gens venus de loin, surtout de la Caraïbe, pour tenter de faire fortune en devenant orpailleurs ou en travaillant dans les mines d'or. Car c'était sur le Haut-Aprouague, donc l'amont de ce fleuve, en 1855, que la première mine d'or avait été trouvée. Et à cette époque, Regina n'existait pas. Le chef-lieu du coin, c'était Guisembourg, en aval. C'était dans les écrits administratifs du temps de la colonisation qu'on pouvait lire cette histoire, liée à l'ingénieur Guisan, qui avait importé les techniques de poldérisation déjà expérimentées au Suriname. Ça, c'était dans les livres. Ce n'est pas les gens qui me le racontaient, les techniques de poldérisation. C'était plus leur affaire. Ça, c'était le temps d'avant. Le temps d'avant, si j'ose dire, le temps de l'esclavage, mais dont on ne parlait pas. Mais les gens de Regina donc, savaient juste que Regina avait été créée de toutes pièces au début du XXe siècle pour rapprocher le bourg, où les bateaux venant de Cayenne pouvaient encore accoster, le rapprocher des villages miniers de l'intérieur. Guisembourg n'était plus qu'un mot. On lui avait ôté jusqu'aux briques de son église pour reconstruire celle de Regina. Ils ont monté toutes les briques pour reconstruire cette même église à Regina qui était devenue le nouveau chef-lieu officiel. Alors les gens insistaient beaucoup sur l'animation de ce bourg, centre de commerce et intermédiaire indispensable entre Cayenne et les lieux d'extraction de l'or.
D'ailleurs, on pouvait encore voir les vestiges de cette période décrite comme heureuse en marchant le long de la berge où de fait se succédaient des échoppes qui étaient en ruine, évidemment, complètement délabrées, mais on voyait encore les enseignes où il était écrit « Achat d'or ». D'ailleurs, on me disait, allez voir, pour bien me montrer que ça avait existé, il fallait que j'aille voir ces derniers témoignages. En d'autres termes, mes interlocuteurs avaient à cœur d'attirer mon attention sur la splendeur antérieure de Regina, comme si un tel passé ne pouvait pas être définitivement révolu dans leur esprit. Avec cette nostalgie, c'était tout un pan d'histoire de la Guyane qui m'était restitué. Autre particularité dont l'importance m'est apparue plus tard, en marge de Regina, il y avait un village de Noirs-Marrons, venu là pour participer à l'économie aurifère en tant que canotiers. Ils étaient les spécialistes de la navigation sur les fleuves accidentés qui menaient du littoral aux placers d'or. Ils étaient présents aussi en marge de Mana, qui est un autre lieu où il y a eu de l'orpaillage. Seconde localisation donc de mon approche de la Guyane rurale, Mana, c'était donc aussi un ancien relais commercial du temps de l'or. Alors, je dois peut-être ouvrir une parenthèse ici pour préciser que l'or est toujours l'objet de nos jours. On en parle d'ailleurs d'une forte attention. Mais il ne s'agit plus du tout de la même situation. Ce que j'appelle le temps de l'or, donc je vais souvent dire ça, au temps de l'or, etc., ou plus souvent le temps de l'orpaillage, c'est une période qui va des années 1870 jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et qui correspond à une série de découvertes successives de gisements essentiellement alluvionnaires, permettant donc une exploitation artisanale sans exiger un matériel très sophistiqué, avec la battée. La battée, c'est cette espèce de cuvette, je ne sais pas comment dire, là, dans laquelle on remue les bouts jusqu'à ce que repérer l'or qui tombe au fond. C'était le seul outil indispensable, au moins pour toute la phase d'exploitation. Bon, il y avait d'autres outils, évidemment, un peu plus élaborés. Mais à Mana, même si l'exploitation des mines d'or de l'amont avait été aussi importante qu'à Regina, les habitants du lieu s'intéressaient alors davantage à l'agriculture. C'est ce que j'avais repéré d'ailleurs dans mon premier. Les abattis étaient répartis de part et d'autre de la route goudronnée qui menait à Saint-Laurent-du-Maroni, suivant deux zones qui reliaient le bac, qui étaient reliées par le bac, et qui permettaient aux voitures et au matériel agricole de franchir la Mana. Bon, il y a un pot de puits sur la Mana, mais c'est daté de 1900, postérieur à 1990. Les exploitants étaient affiliés à un syndicat agricole qui jouait comme une espèce de coopérative organisant l'écoulement des produits en direction de l'intendance de l'hôpital de Saint-Laurent. Il y avait toutefois un problème. L'hôpital achetait, c'était un hôpital, donc il fallait nourrir des malades, il achetait surtout des produits frais issus du maraîchage et délaissait le couac aussi bien que ce qu'on appelle en Guyane les gros légumes, c'est-à-dire dachine, igname ou ces choses-là, que les agriculteurs de Mana produisaient pourtant en quantité. Surgissait alors un discours aussi nostalgique que celui des habitants de Regina, mais fixé, lui, sur un tout autre pan d'histoire, celui de la création du bourg dans les années 1830, sous la houlette de la mère Anne-Marie Javouet, qui avait assuré des débuts prometteurs aux cultivateurs qu'elle avait rassemblés là pour ce faire. À Mana, la congrégation de Saint-Joseph de Cluny, fondée par Anne-Marie Javouet, était toujours très présente au moment de mes enquêtes et entretenait avec soin son souvenir, le souvenir d'Anne-Marie Javouet. Mais le maintien de cette mémoire s'appuyait aussi sur le rôle de la mère fondatrice, donc Anne-Marie Javouet, en faveur des premiers habitants de Mana, qui étaient des esclaves saisis de traite après la suppression de celle-ci sous Louis-Philippe, et par conséquent libérés dans le cadre d'un apprentissage organisé par la mère Javouet pour en faire des agriculteurs. Mana avait donc débuté avec des gens libres. Tous ne le savaient pas, mais certains, au contraire, tenaient à me le faire remarquer. Que Mana n'était pas des esclaves qui avaient construit Mana au départ, mais des gens libres. Ainsi, donc, au-delà des questions de tradition et de modernité qui avaient au départ attiré mon attention, je découvrais des villages sans doute un peu différents du point de vue de l'accessibilité,
puisque la route modifiait quand même le quotidien très sensiblement. Mais à y regarder de plus près, l'un et l'autre étaient confrontés à la même difficulté de vivre de leurs activités agricoles et faisaient semblablement appel aux souvenirs de temps qui étaient perçus par ces villageois comme plus florissants. L'intérêt de mon choix initial concernant ces deux premiers lieux d'enquête ne se trouvait finalement pas dans une hypothétique opposition entre tradition et modernité, il était dans la mise au jour de deux pans d'histoire, l'esclavage d'un côté et les ruées vers l'or, dont l'un était revendiqué, l'or, et l'autre au contraire dévoilé par ricochet, l'esclavage qu'on n'avait toutefois pas subi, c'est comme ça qu'il apparaissait pour moi. En ce sens, ce choix s'est révélé finalement très productif pour moi. Je retrouvais alors, sans l'avoir prémédité, mon appétence pour l'histoire. Il était évident que travailler sur la société créole de Guyane, sur laquelle on ne savait rien, impliquait de commencer par tenter de comprendre un passé qui n'avait pas intéressé les historiens classiques, mais qui était un objet de premier choix pour une anthropologie historique.